Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument au pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Pour ce mois d'avril 2024, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et petites histoires seront au programme comme chaque mois. Mais bien sûr, pour commencer, voici la liste des phénomènes célestes qu'il ne faudra pas manquer. Le 8 avril, la Lune éclipse entièrement le Soleil, pour celles et ceux qui se trouvent sur la bande de totalité en Amérique du Nord. Jupiter, la Lune en croissant et la comète Pons-Brooks se rapprochent le 10. La comète passe à seulement 3 degrés de Jupiter le 13. Uranus et Jupiter, encore une fois, sont en conjonction le 20 et la Lune s'approche de l'étoile Spica le 23. Pour détailler ces phénomènes célestes, je serai accompagné de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, fidèles au poste. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine sa chronique historique dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Sébastien, j'ai bien dit chronique historique et non chronique d'histoire, c'est-à-dire le prix que j'accorde quand même à votre petite palabre mensuelle, à notre micro. Quelle pression pour le palabre. Oui, mais vous nous avez parlé la dernière fois d'Aristote, on était vraiment sur des grands sujets. Ce mois-ci, je me suis laissé dire que vous vouliez rendre un hommage à un certain Youri Gagarin, grand sujet aussi finalement. Bah oui, exactement, parce qu'on fête quand même son vol historique bien sûr. Est-ce qu'il va rester aussi célèbre qu'Aristote dans quelques siècles et millénaires? Je sais pas. Je le suppose. Alors, je le suppose aussi avec vous. Je pense aussi avec nous, grâce à nous, voilà, grâce pour la postérité, voilà, grâce à moi. Donc Youri Gagarin, tout le monde connaît bien sûr, donc né en 1934, mort en 1968, et donc on a une époque, on replace un petit peu le contexte. Les Russes, les Soviétiques de l'époque ont déjà remporté quelques victoires face notamment aux États-Unis concernant la course à l'espace avec l'envoi de Spoutnik en 57 et puis Laika, la chienne, en novembre 57 également. Et bien sûr, ce que tout le monde attend, c'est l'envoi du premier homme dans l'espace, où là la compétition fait vraiment rage entre les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Alors notre ami Youri Gagarin est un pur produit de l'État soviétique de l'époque. Il vient d'une ferme collective, les fameux kolkhozes. Son père y est charpentier, sa mère est une agricultrice vachère, laitière, bien que sa maman soit issue d'une famille quand même d'ingénieurs, et elle va toujours attacher une grande importance à ce que ses enfants reçoivent quand même une éducation, une formation scientifique et technique. Ça a bien sûr des conséquences pour la suite de l'histoire de Youri Gagarin, comme on l'imagine bien. Et donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Gagarin reste fasciné par l'observation d'avions en grand nombre au-dessus des champs de ses parents, puisqu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et il est vraiment stupéfait quand un jour, un pilote russe touché par un ennemi finalement, se crache littéralement dans un champ. Il accourt comme tous les gamins du village vers le pilote, et là vraiment il est stupéfait, et il sait qu'il veut devenir pilote, il sera pilote aviateur dans l'avenir. Donc quelques années plus tard, lorsqu'il commence des études dans une fonderie et à l'étude également de machines agricoles, il adhère à un club d'aviation. Ça existe déjà à l'époque malgré tout. Ça confirme vraiment sa vocation d'aviateur, et c'est en 1955 qu'il entre comme cadet dans une école militaire où il va devenir pilote en 1957, donc à l'époque où justement Spoutnik émet ses premiers bip-bip au-dessus de la tête du monde. Et là, évidemment, il est fasciné, il est totalement patriote, finalement, des gens de son pays. Et très vite, quand le programme spatial russe lance le recrutement des futurs astronautes, il est très vite repéré. Surtout qu'à l'époque, le programme russe cherche à enrôler des novices, des aviateurs novices, parce qu'on sait très bien que l'engin, le fameux Vostok, qui partira dans l'espace, sera totalement automatisé, et donc on n'a pas besoin d'avoir des as
pour piloter l'engin. Alors, ce qui va vraiment jouer aussi en la faveur de la sélection de Youri Gagarin, c'est sa taille. Il n'est pas très grand, il ne mesure qu'1,58 m. Et dans le protocole de sélection, on ne veut pas quelqu'un dépassant le 1,75 m pour des raisons évidentes de petitesse de capsule. Donc, beaucoup d'éléments vont jouer en la faveur de Youri Gagarin. Donc, sur 3000 candidats, on en sélectionne 200. Et puis, très vite, il n'y a qu'une vingtaine de pilotes qui vont avoir le statut de cosmonaute, dont Youri Gagarin. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que parmi les 20, eh bien, on leur demande à bulletin secret de voter pour la meilleure recrue possible parmi les 20 pour partir dans l'espace, pour être le premier homme dans l'espace. Et quasiment à l'unanimité, eh bien, les camarades de jeu de Youri votent pour lui finalement pour qu'il parte. Et donc c'est vrai que toutes les planètes s'alignent, comme on dit, ça se dit, je ne sais pas si ça se dit, c'est un peu astrologique ça quand même. Mais en tout cas, voilà, tout va dans le bon sens pour Gagarin. Donc il est finalement bien sûr sélectionné. Alors à l'époque, il faut quand même une bonne dose de courage pour s'embarquer dans l'aventure, puisqu'il assiste à plusieurs décollages de fusées. Sur 16 vols, la moitié des fusées explosent avant d'atteindre quelques centaines de mètres d'altitude. Et donc il sait que les chances de réussite sont d'1 sur 2. Donc 50% de chance d'être le premier homme dans l'espace et le reste d'être mort, tout simplement. Alors, il a pour obligation, bien sûr, de ne pas du tout révéler la nature de ses missions et de ses entraînements auprès de l'armée, même à sa femme. Donc, il va garder secret toute cette aventure. Et je vous rappelle aussi que le décollage sera filmé, mais il ne sera pas du tout diffusé, en tout cas pas en direct. Et donc, c'est vrai que quand le monde va apprendre que Gagarin a réussi à être le premier astronaute, eh bien, ça tombe comme ça, l'information tombe sur les ondes du monde entier, sans qu'il y ait eu de déclaration préalable, finalement. Alors, le vol est assez court. 11 minutes après le lancement, Gagarin se trouve en orbite pour une seule révolution. Donc, ça va faire à peu près une heure et demie, presque 2 heures de vol à 250 km d'altitude. Donc, on a largement dépassé la limite généralement établie de l'espace qui est mise à environ 100 km d'altitude. Donc, il observe la Terre. Il commente bien sûr ce qu'il voit, la Terre, la couleur bleue, c'est beau, c'est fragile. Et on connaît ce genre de texte, souvent d'ailleurs réécrit après coup. Il teste également la vie, avec des guillemets quand même, en apesanteur. Voilà, donc il fait quelques petites expériences, il perd son stylo, il était mal accroché. Enfin voilà, donc pas mal d'anecdotes à raconter lorsqu'il va revenir sur Terre. Et puis Gagarin, voilà, redescend vers la planète. Et à l'époque, il était prévu que les astronautes russes n'atterrissent pas sur Terre à bord de leur capsule, mais s'éjectent à quelques kilomètres d'altitude. Et c'est bien ce qui va se passer pour Gagarin. Donc le siège éjectable, tac, il s'élance et le parachute s'ouvre et Gagarin retombe tranquillement sur le sol de la mère patrie. Alors bien sûr, va s'en suivre une tournée triomphale dans le monde entier. Il sera parfois reproché à Gagarin de bien profiter de sa situation de grande vedette et de premier homme à être parti dans l'espace. De rockstar avant l'heure, disons-le. C'est un peu ça, il a une belle gueule, il faut le dire aussi, donc il peut en profiter, je pense qu'il a parfaitement raison, mais bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà. Toujours est-il qu'il devient donc directeur de l'entraînement des cosmonautes, mais malgré tout, il déprime très vite puisqu'il interdit de vol. Il faut garder l'icône, il faut présenter l'icône qu'il est devenu. Il déprime de plus en plus. Et finalement, en 1967, sur l'avis de pas mal de médecins, l'armée le réintègre finalement dans les équipes de pilotes au moins d'essai, pas forcément de cosmonautes, mais même si l'idée qu'il redevienne cosmonaute est clairement établie à l'époque, mais il redevient pilote d'essai. Et malheureusement, vous le savez certainement, lors d'un vol d'essai, eh bien, il va s'abîmer et décéder en 1968. Donc très peu de temps avant son exploit du 12 avril 1961. Oui. Donc souvenez-vous de Youri Gagarin. Donc le 12 avril, nous fêterons donc, si mes calculs sont bons, le 63e anniversaire. Oui, c'est ça. Ouais. Alors j'ai du mal à compter depuis les 50 ans, parce qu'on avait fait une belle expo au Palais de la Découverte. Depuis tes 50 ans. Ouais, presque. C'est bientôt. Bientôt, encore quelques années. Voilà. Mais non, c'est vrai que c'est rigolo parce que quand on avait fait cette expo en 2011, eh bien, je pensais pas que autant de gens finalement viendrait voir l'exposition, et le nom de Gagarin, il est vraiment présent en nous.
J'ai le sentiment que c'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Peut-être que j'en reparlerai à ce micro dans quelques temps. Mais en tout cas, en France, je sais que Gagarine jouit vraiment d'une très très belle notoriété. C'est pas par hasard d'ailleurs s'il y a même des chansons entières ou des musiques qui ont été composées et qui sont titrées Gagarine. Je pense à Jean-Michel Jarre par exemple, qui a composé quelques morceaux à la gloire, notamment de Gagarine. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique, Sébastien. On enchaîne donc avec, pour commencer, cette éclipse américaine du 8 avril. Cyril, vous nous en parlez depuis 3 mois. Hein. Vous y avez consacré chacune de vos chroniques depuis le début de l'année. Alors voilà, c'est le moment. Vous allez maintenant nous convaincre de prendre l'avion au pied levé pour l'Amérique du Nord. Alors, il y en a quoi d'exceptionnel, cette éclipse de soleil ? Ah bah là, c'est celle qu'il faut faire. Hein. Elle a duré 4 minutes 27 déjà, donc c'est quand même long. C'est rare, hein. Souvent on a plutôt des éclipses qui sont autour de 2-3 minutes. Et puis c'est surtout que la prochaine en France, c'est quand même... alors Bah oui. Non, c'est pire que ça. C'est 2025 en Guyane. Oui, c'est vrai. Oui, quand même. On l'oublie. Et 2081, le 3 septembre en France. Voilà. Ouais. Et puis bon, il y en a quand même 2 autres plus près de nous qui sont au nord de l'Espagne et au sud de l'Espagne. Donc en 2026, pareil, été 2026 et 2027. Donc celles-ci, elles seront quand même accessible assez facilement, même à vélo d'ailleurs pour moi. Il faudra que je parte un peu en avance, mais ça doit passer. Donc il y a à la fois 4 minutes 27 et puis une éclipse, c'est toujours un moment assez incroyable. Et celle-ci, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est très très haute dans le ciel. Le soleil sera à 68 degrés de hauteur. Donc ça veut dire que vous allez avoir une éclipse presque au zénith. Donc la photo qu'il faudra faire, c'est vraiment avec un fisheye, un vrai œil de poisson, un vrai 360 degrés, parce que vous allez avoir des lueurs tout autour de vous. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans le cône d'ombre avec un 360 de lever de soleil, enfin... Je ne sais pas si on peut dire ça, de lever de jour, enfin de lumière. De lumière un peu particulière. Et puis on aura quand même d'un côté Vénus, Mars à 15 degrés, et à 30 degrés, de l'autre côté, on aura Jupiter. Donc ça va rentrer dans un 14 mm ou même un 20 mm tout bêtement. Et surtout, et je crois que c'est votre prochaine question, oui, bien sûr. Juste à côté de Jupiter, il y a une invitée surprise. Qui est la comète, bien sûr. On l'attend tous, cette comète. On l'attend tous, cette comète. Alors, on l'attend plutôt de nuit. Et donc, peut-être que dans quelques jours, je la verrai en plein jour, moi. Oh là là, c'est incroyable. Donc voilà, il faut vraiment que vous veniez. Ce serait une photo extraordinaire. Ça vous semble possible vraiment d'avoir l'éclipse, la comète ? Non, j'y crois pas du tout. Non, après, ça fait trop, quand même. Ouais. Ça fait trop. Alors, en revanche, je suis capable de la fabriquer sous Photoshop. Ne vous inquiétez pas. Donc, on l'aura cette image. Vous l'aurez quand même. Mais ça fait quand même beaucoup. Alors, peut-être quand même, il y a quelque chose qui est important, c'est que 4 minutes 27, donc longue, ça veut dire que la bande de centralité est très large. Elle fait 200 km de large. On n'est non pas à côté... Enfin, alors on n'est pas très très loin de la mer, mais... C'est-à-dire que si on pouvait être un peu plus en altitude, on va dire, et loin des parties réfléchissantes, donc la mer, les océans, le ciel risque là d'être assombri. Donc, étant sombre, peut-être que la comète, qui doit être de magnitude 5 ou un truc comme ça passe peut-être sur les photos. Il y aura peut-être un petit zigouigoui quelque part. On verra. Ce serait amusant à voir. Et donc, exactement, rappelez-nous le parcours de la... Le parcours, donc, ça démarre dans l'océan Pacifique. Ça passe au nord du Mexique. Et puis ensuite, ça rentre par le Texas et ça va sortir par Montréal. Et donc, ça continue à mourir dans l'océan Atlantique après. Voilà. Très bien. Donc, écoutez, si on a des auditeurs, et je sais que nous en avons au Québec, eh bien, profitez bien de cette éclipse. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, évidemment. Alors, peut-être une petite question. Là. Le meilleur site que tu conseillerais sur toute la bande de totalité ? S'il y a un site que tu devais choisir, là. En fait, c'est une histoire de météo, là. Ouais. Et justement, je pense que tu as regardé les statistiques. Météo, c'est-à-dire, en étant côté Texas... on a de bonnes chances. Ouais. Voilà. Alors, on a de bonnes chances, mais il y a quand même, statistiquement, quand on regarde sur les 10 précédentes années, tu as eu 2 fois, c'était couvert partout. Ah oui. Bon, voilà. Ça peut encore arriver. La bonne nouvelle, c'est que c'était couvert l'année dernière. Donc, normalement, pas 2 fois de suite. Et sinon, le meilleur endroit, c'est quand même le Mexique. C'est-à-dire qu'on est sur le côté Mexique à peu de chances d'avoir des nuages. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, au moment des éclipses, là, la météo, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'air, de convection qui font que ça peut être couvert et ça peut se découvrir, ou l'inverse. Voilà. Donc on verra bien.
Bon, bonne chance. Parfait. Écoutez, donc je pense pas prendre un billet quand même, mais je suivrai les pérégrinations de ceux qui sont sur place. Pour voir un autre phénomène céleste, évidemment moins impressionnant, mais quand même assez sympathique, et qu'on peut voir sous nos latitudes, je pense évidemment à cette comète dont on a déjà un tout petit peu parlé, la comète Pons-Brooks. On en a parlé le mois dernier. Là, vous étiez évidemment un peu prudent. Là, je trouve qu'elle est en train de grimper bien, quoi. Elle est brillante quand même. Ah oui, Sébastien. Ça c'est conforme. Il faut un instrument quand même pour bien la voir. Bien sûr, la promesse de la voir à l'œil nu peut encore être tenue. Donc pour l'instant, avec un instrument d'initiation, même une paire de jumelles, quand le ciel est très sombre, on peut bien sûr la mettre en évidence sur le fond du ciel étoilé. On peut surtout s'amuser à suivre son mouvement dans le ciel. Donc rappelez-vous, deux mots quand même sur la comète Pons, donc découverte par l'astronome français. C'est le plus grand découvreur de comètes, je le rappelle. 37 comètes découvertes à son actif, mais à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas des algorithmes ou l'informatique qui travaille pour lui, c'est à l'œil. Donc c'est quand même assez étonnant. Il faut lui rendre hommage. Jean-Louis Pons, c'est bien ça. Oui, exactement, ouais. Et donc une comète qui plusieurs fois est titrée. Là, je voyais un peu dans la presse généraliste la comète. Alors il y avait Faucon Millenium au début parce qu'elle donnait l'impression de ressembler au profil du vaisseau de la guerre des étoiles. Bon, et puis là, j'ai vu récemment, c'est plutôt la comète du diable parce qu'il y a les deux cornes. Donc les deux queues qui se développent, et donc on parle de la comète du diable dans certaines presses. Donc soyez attentifs à ce type de dénomination, et si vous l'observez, amusez-vous à lui trouver un petit nom. Donc c'est une comète qui fait partie des cryovolcaniques, donc un volcan de glace, alors avec une activité assez imprévisible. Donc c'est ce que vous disiez. Donc là, c'est vrai que son éclat augmente. Et c'est tant mieux, elle suit la bonne courbe de croissance, comme les petits bébés, voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Donc il faut vraiment la suivre et surtout se tenir informé des gens qui l'observent quotidiennement, parce que ça peut vraiment d'un coup éclater. Et là, ça peut devenir quelque chose de vraiment spectaculaire, mais ça reste souvent éphémère, ce genre de phénomène. Il faut aussi conjuguer, alors avec la météo certes, mais surtout avec la Lune. Donc il faut faire attention aussi à ne pas être trop gêné par la pollution lumineuse de la Lune, parce que ça va rester une comète qui ne devrait pas non plus avoir un éclat si important que ça, même si on peut bien sûr la détecter à l'œil nu. En photographie, ça doit pouvoir être jouable, Cyril. Le 10, là en particulier, elle s'approche de Jupiter et de la Lune en croissant, donc qui ne doit pas être gênante et qui devrait faire un beau tableau. Le souci, c'est qu'en fait, c'est à la tombée de la nuit quand même. C'est-à-dire que là, elle est en train de plonger dans l'hémisphère sud. Donc il faut quand même savoir que c'est en gros vers 21h15, 21h30 que vous pouvez la prendre en photo. Et elle est qu'à 12 degrés au-dessus de l'horizon. Donc c'est quand même assez bas, ça veut dire qu'il faut être dans un endroit où il n'y a pas trop de pollution à la fois lumineuse, mais de pollution atmosphérique. Donc elle est là dans la constellation du Bélier. Et si vous voulez vous la prendre en photo, je pense qu'un 50 mm ou un 200 mm juste sur un pied, à la limite, vous pouvez le faire un peu à l'arrache ou avec un smartphone. Si effectivement c'est le moment où elle veut bien dégazer un peu plus, ça peut marcher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça c'est assez important, je pense, c'est que la queue est dirigée vers Jupiter en ce moment. Donc elle est à droite. C'est-à-dire qu'elle a Jupiter à sa gauche, voilà. Donc elle est à droite de Jupiter, donc elle sera entre l'horizon et Jupiter, et la queue tire de l'autre côté. Si vous voulez vraiment savoir où elle se trouve, je me permets de rappeler, on l'avait fait il y a longtemps, mais sur Stellarium, vous avez en fait la possibilité de la rajouter. Donc il suffit d'aller dans Stellarium, sur le logiciel de cartographie, là, vous avez la clé à molette, après vous faites configuration générale, les plugins, le système solaire, et vous configurez en rajoutant 12P Pons. Ouais. Voilà. Alors, il y a même plus simple, parce que Stellarium, il y a aussi une version en ligne qui de fait la comète, elle est directement dessus, et donc en temps réel on suit son évolution. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, il faut rappeler que le 21, elle passe au périhélie, au plus près du Soleil, donc là, elle sera évidemment complètement inobservable. Donc chaque jour qui passe la rend un peu plus difficile à observer, donc essayez d'observer le plus tôt possible. Et ce que disait Sébastien, c'est que ça vaut le coup le matin ou le soir, en rentrant du boulot, là, de regarder les images de la veille pour voir où elle en est, quoi. C'est si tout d'un coup on se rend compte que ça commence à éclairer à mort, là, faut pas la rater, parce que ça peut être bref. Voilà.
Très bien. Écoutez, donc le 13, donc le 10, oui, elle est à côté de Jupiter et la Lune. Le 13, elle passe un tout petit peu 3 degrés sous Jupiter. Vous diriez que c'est quand le meilleur moment pour l'observer dans moi, c'est le 8. C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, mais j'y serais pas. Mais je pense que c'est le 8. Là. Vraiment, il n'y a pas à réfléchir. Là. Je raconterai. Donc c'est le 8 aux États-unis, on a bien compris. Ce qui est assez rigolo, c'est que justement, j'ai prévu un boîtier en plus exprès pour ne prendre que la comète, c'est-à-dire pour viser de l'autre côté. En fait, je veux pas le voir le bon endroit. Bon, écoutez, donc essayez de voir cette comète quand même avant qu'elle ne disparaisse. Et puis, effectivement, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement avec Sébastien. Le problème des comètes, c'est qu'on s'attend toujours à ce qu'elles soient vraiment très belles. On espère à chaque fois qu'une comète arrive, qu'elle devienne beaucoup plus brillante que ce à quoi on s'attend. Bon, celle-ci suit malgré tout sa courbe de lumière. Oui, il n'y a pas de fausse promesse. Voilà. Oui, il n'y a pas de fausse promesse. Elle est vraiment sur sa ligne et elle est quand même relativement brillante. On passe au 20. Donc le 20 avril. Alors là, c'est un objet un peu plus difficile. On va parler d'Uranus, qui est à 1,5 degré de Jupiter, donc Jupiter plus facile à observer. Cyril, voilà, une conjonction entre Jupiter et Uranus, c'est peut-être une bonne occasion de repérer assez facilement Uranus en fin de compte. Oui, ça simplifie les choses en fait. C'est clair. Donc là, on va avoir vers 21h30, là c'est le soir, tranquillement. Vous allez effectivement avoir à 10 degrés au-dessus de l'horizon ouest Jupiter, et juste au-dessus à 1 heure, vraiment tout à côté, 1,5 degré, c'est un diamètre de Lune, quoi. Vous allez avoir Uranus, qui est, alors le tout est quand même assez loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer une photo, une grosse photo d'une sonde. Donc vous allez avoir un petit point un petit peu bleuté, un petit peu vert, et puis vous allez avoir Jupiter qui est aussi très très loin par rapport à cet été quand on la voyait. Elle a une unité astronomique, elle est de l'autre côté du Soleil, quoi. Oui. Donc vous avez la distance Terre-Soleil en plus de sa distance entre Jupiter et le Soleil. Donc c'est assez loin. Ce qui peut être marrant, c'est que vous allez voir les 4 satellites au moins, c'est-à-dire qu'il y aura Ganymède Io d'un côté et Europe et Callisto de l'autre, et Europe va passer derrière la planète un petit peu plus tard, un petit peu après 21h30. Donc voilà, ça vaut le coup de sortir une petite lunette ou ce que vous avez pour regarder sans problème. Oui, essayez d'observer Uranus, et puis donc c'est les satellites de Jupiter qui bougent assez vite d'ailleurs, il faut le rappeler. On a toujours l'impression que c'est un mouvement très lent, mais c'est un mouvement très rapide. Ça va très très vite. Déjà la planète elle-même, c'est en 12 heures, donc vous voyez la tâche très rapidement passer devant. Donc effectivement, ça va très très vite, et ça va d'autant plus vite que le satellite est proche du bord de la planète. Et tout d'un coup, ça va très très vite même. On pourrait croire que ça s'accélère alors que non. Voilà. Le 23, dernier spectacle pour ce mois d'avril. La Lune s'approche à 1,5 degré de Spica. Sébastien, c'est à quelle heure et dans quelle direction? D'ailleurs, Spica, c'est une étoile un peu particulière, je crois. Oui, alors déjà, à quelle heure? Donc en début de nuit, on est proche de la pleine lune. Donc la lune se lève quand le soleil se couche, quand elle est pleine. Donc quasiment à partir du coucher du soleil, on peut commencer à voir les choses. Donc à partir de 22h, c'est pas mal. Donc Spica, oui, c'est l'étoile principale de la constellation de la Vierge, étoile très brillante. Pour la trouver, c'est tout simple. On repère la casserole de la Grande Ourse et on prolonge la courbure formée par le manche de la casserole, ce qui nous amène déjà à l'étoile Arcturus de la constellation du Bouvier. Si on continue sur la lancée, on tombe inévitablement sur Spica, étoile toute blanche, donc de la constellation de la Vierge. Une étoile très proche de l'écliptique, ce qui fait que régulièrement, elle peut être occultée par la Lune. Alors, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Et plus étonnamment, elle peut être aussi occultée par différentes planètes comme Mercure et Vénus. Mais du coup, je me suis renseigné, je me suis dit qu'il y a peut-être un truc à regarder prochainement. Eh bien, oui, la prochaine fois que la planète Vénus occultera Spica, ce sera en 2197. Donc, pas de bol pour celle-ci. Ce sera compliqué pour nous. Mais on aura d'autres occultations, on en reprendra plus tard, mais avec d'autres étoiles. Donc, c'est une étoile double. Et donc, voilà, donc un beau rapprochement, ce qui permet toujours de mettre en évidence la vitesse à laquelle la Lune se déplace. Tout à l'heure, on parlait des satellites de Jupiter qui se déplaçaient très très vite, mais la Lune, c'est pareil, ça va très très vite. On le rappelle souvent à ce micro. La Lune fait le tour de la Terre en 27 jours et 8 heures, et en 1 heure seulement, dans le ciel, elle bouge de l'équivalent de son diamètre
Donc c'est vrai que c'est un mouvement très chouette à mettre en évidence. Là où le mouvement lunaire est le plus beau à mettre en évidence, c'est bien sûr lors des éclipses totales de soleil, parce que la Lune mettra à peu près... vous allez observer la Lune, elle se déplace, elle se rapproche du Soleil et ensuite elle va rester juste quelques minutes devant le Soleil, mais le mouvement est très 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 rapide et très facile à mettre en évidence. Très bien, donc une raison de plus pour aller voir l'éclipse aux États-Unis, c'est ça, en filigrane. C'est la mission qu'on. C'est la mission du mois. Oui, parce que le mois prochain, au mois de mai, c'est fini. On trouve autre chose. Il faudra trouver autre chose, ouais. C'est l'heure de la chronique photo mensuelle de Cyril Birnbaum. Cyril, vous nous faites partager chaque mois votre expertise en nous conseillant une cible et en nous guidant pour réussir nos clichés. Vous nous livrez parfois des astuces et je crois que c'est le cas ce mois-ci. Oui, c'est encore une astuce éclipse de soleil, forcément, mais alors donc je ne l'ai pas testé. On n'est pas encore le 8. Je ne l'ai pas essayé. Il se trouve qu'à chaque éclipse, je pense que tous là autour de cette table, quand on en a vu, il y a toujours une petite angoisse de la fin de l'éclipse quand on observe quand même. C'est à quel moment on arrête de regarder. Je veux dire, le soleil il revient. Donc forcément à chaque fois il y a une petite angoisse. Alors souvent, alors il y a ceux qui ont leur montre qui démarre un chronomètre là, et donc qui regardent de temps en temps. Mais bon, 4 minutes 27, 27, 23, 28, voilà. Donc c'est toujours chaud. Alors moi j'avais opté sur les précédentes éclipses et même donc la dernière que j'ai vue en 2017 là, sur des comptes à rebours de labo photo. J'en ai encore un qui traîne. C'est-à-dire que les comptes à rebours de labo photo ont vous démarrez un compte à rebours en même temps, mais vous démarrez 3-4 comptes à rebours en même temps. Donc maintenant, il y a des applis sur le téléphone qui le font aussi. Donc ça vous permet de faire sonner, de faire un petit bip de temps en temps. Donc en général, on fait un petit bip 10 secondes avant le début, là. des fois qu'on se soit endormi. Il y a un petit bip au milieu et puis il y a un petit bip 10 secondes avant la fin parce que là, déjà, quand vous faites une photo, c'est le moment où il faut partir en rafale, comme c'est pas possible pour avoir le petit grain qui va bien. Et puis c'est surtout pour hurler, on arrête de regarder les amis. On arrête de regarder, ça suffit. Et donc là, tout d'un coup, donc vous comprenez bien qu'entre le premier contact et le deuxième contact, c'est dangereux. C'est-à-dire que la Lune est en train, il faut un filtre. Entre le deuxième contact et le troisième contact, c'est le moment où il y a la totalité, qui va durer quelques secondes à quelques minutes. Et puis entre le troisième contact et le quatrième contact, c'est le moment où il faut remettre un filtre et puis regarder directement. Et tout d'un coup, en fait, je suis rentré dans le 21e siècle, facilement. J'ai réalisé que j'avais un smartphone. Et donc ce smartphone, j'ai prévu d'enregistrer ma voix, tout simplement. C'est-à-dire de le démarrer bien avant en disant... Top, moins 2 minutes. Top, plus qu'1 minute. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, en ayant un autre chronomètre ailleurs pour truc. Et puis prévenir, top, 1 minute. Top, 1 minute 30. Top, 2 minutes. Et puis pareil, commencer à 4 minutes à dire attention Cyril, n'oublie pas que... Cyril, écoute-moi bien Cyril. Ce qui a un autre intérêt pour les photographes, c'est que quand vous allez jouer avec plusieurs boîtiers photo, ce qui est normal tant qu'à faire, ce qui augmente le risque de tout rater, forcément, c'est que ça vous permet en fait d'avoir des temps ou de références qui vont vous dire à ce moment-là, celui-là je l'oublie, le boîtier, il continue tout seul, je vais vérifier l'autre, etc. Et donc ça permettra d'hurler au bon moment, stop, l'éclipse est finie, arrêtez de regarder. Donc un petit programme... enregistrement, juste avec l'enregistreur du téléphone. Voilà, donc je pense que tout le monde y a pensé, sauf moi. Je viens d'y penser il y a 3 jours. Un programme vocal personnalisé. Et si vous êtes gentil, si vous nous écrivez à Ciel Espace, on vous enverra le fichier avec la voix de Cyril pour que vous puissiez en profiter, vous aussi, après tout. Ça va être mixé par Sébastien. Là, j'allais proposer de faire la voix off avec des blagues. Non. Bon timing, mais des blagues. Encore raté. Retire le filtre. Et si vous nous revenez aveugle le mois prochain, on sait pourquoi. Et non, on vous le souhaite pas. Et bon, c'est une astuce à tester, mais on va vous peut-être laisser la tester vous-même avant de la prendre en compte. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. Comme chaque mois, Cyril, Sébastien, vous avez le loisir de nous proposer un coup de cœur. Alors ça peut être à peu près tout, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Du moment que c'est un rapport avec l'astronomie, vous pouvez évidemment tout citer. Sébastien, quel est votre coup de cœur ? Mon coup de cœur, ça va être une constellation et surtout les objets qui s'y cachent. Constellation des chiens de chasse. On n'en parle pas beaucoup. Pour une constellation très glamour quand même. Il y a une belle étoile, Cor Caroli. Bien souvent, cette constellation, on la limite à 2 étoiles. De toute façon, Cor Caroli et l'autre. Voilà, je ne connais pas son nom.
Même si il y a quelques dizaines d'étoiles visibles à l'œil nu dans cette constellation, et donc une constellation qui a été inventée par Hevelius en 1887 pour combler un manque qu'il y avait, selon lui, du côté de la Grande Ourse. Voilà, on est du côté de la Grande Ourse, et les chiens de chasse, un peu dans la mythologie, ça pourrait être les chiens qui accompagnent le bouvier. Donc on est sous la Grande Ourse, entre la Grande Ourse et la constellation de la Chevelure de Bérénice, vous savez, sur la partie gauche de la constellation du Lion, finalement, du côté des Nébola. Une constellation donc discrète, mais que tous les astronomes amateurs, aguerris ou débutants se doivent bien sûr de connaître, parce que outre l'étoile Cor Caroli, qui est une étoile double, donc la constellation renferme plusieurs objets de Messier, dont 2 qui sont réellement mes coups de cœur. Donc M51, mais ça, j'avais déjà fait un coup de cœur, donc je ne vais pas trop m'étendre. Donc c'est une des stars du ciel, la galaxie du tourbillon, donc une galaxie en interaction gravitationnelle avec une autre galaxie, souvent qu'on appelle M51b. Donc c'est une galaxie M51 de magnitude 8,5 avec un télescope de 200 mm. Eh bien, on commence déjà à voir clairement la forme, finalement, et même le pont de matière qu'il y a entre les 2 galaxies. Et puis l'autre objet de Messier qui vaut vraiment le coup d'œil, eh bien, c'est un amas globulaire, c'est M3. Donc vous savez, l'amas globulaire, une grosse grappe d'étoiles. Donc cet amas globulaire est un des plus fournis en étoiles que l'on connaisse. On estime à peu près 500 000 les étoiles qui constituent cet amas. Et dans un télescope pareil, avec un 200 mm d'ouverture, c'est vraiment très beau, même dans un ciel finalement pas très sombre, parce qu'on a des étoiles très brillantes, un peu colorées d'ailleurs, qu'on voit très bien au premier plan. Et en arrière-plan, on a cette boule, cette grappe d'étoiles dont le volume, ça c'est toujours fascinant avec les amas globulaires, juste avec un œil, on a vraiment une vision 3D, on a un sentiment de profondeur incroyable. Et donc c'est vraiment un des amas globulaires où je trouve où le volume est le mieux rendu. Je pense c'est lié à ces étoiles au premier plan qui n'appartiennent pas à l'amas globulaire et qui donne vraiment cette espèce de profondeur assez incroyable. Et donc c'est vraiment une observation à tenter même dans sa ville finalement, presque depuis son balcon, comme le ferait notre ami Jean-Luc Dauvergne, je pense. D'autres objets se trouvent dans cette constellation des chiens de chasse, d'autres galaxies comme M53, M94 ou M106. Donc c'est vraiment une petite portion du ciel qu'il ne faut pas négliger. Et en plus, à cette époque de l'année, c'est une partie du ciel qui est très très haute, on est proche du zénith. C'est d'ailleurs des fois assez inconfortable pour les observations visuelles, parce qu'il faut vraiment se coucher presque au niveau du sol pour avoir l'œil devant l'oculaire. Mais c'est vraiment une chouette région, et je vous invite à regarder de ce côté-là pour ce mois d'avril. En tout cas, vous m'avez convaincu pour la constellation des chiens de chasse. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Un livre. Oui. C'est un livre, alors je ne l'ai pas fini, je suis désolé, mais dès que la chronique est finie, là, je vais pas continuer. Donc, il s'appelle Les saccageurs de l'espace. Ah, mais oui. Débris, exploitation, militarisation. Et en sous-titre, il y a Comment faire pour sauver notre bien commun de Raphaël Chevrier. Donc, c'est un livre où on apprend pas mal de choses en fait. C'est un journaliste scientifique qui l'a écrit. Ça se lit tout seul. C'est une écriture qui va vraiment à l'essentiel là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de réfléchir avec l'auteur là, parce qu'il pose bien les problématiques. Donc on a l'impression d'être plus intelligent. Donc ça c'est plutôt toujours agréable dans ce cas-là. Et donc il va nous parler des différentes problématiques qui peuvent aller de l'exploitation, qui peuvent aller de la législation. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que en tout cas pour moi, il y a des problématiques où je ne m'étais pas posé la question. C'est-à-dire qu'on parle depuis le début des Starlink qui nous énervent, ces constellations où pour l'instant il doit y avoir un peu plus de 10 000 et prochainement il y en aura plus de 40 000 dans le ciel, là, des petits satellites en basse altitude là, qui font le tour en moins d'une heure et demie, là, qui sont juste au-dessus de la station orbitale et donc qui servent pour la 5G. Et en fait, ces problématiques sont tout simplement que c'est qu'à force d'en mettre, pour lancer une fusée, faut passer à travers. J'y avais pas pensé. Pour moi, je voyais juste le côté ça m'éclaire et ça bousille mes photos. Mais en réalité, il y a pas mal d'autres problématiques et c'est assez passionnant. C'est vraiment c'est très bien écrit, bien foutu et c'est chouette à lire. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a fait un podcast avec Raphaël Chevrier qui est accessible sur le site web de Ciel et Espace, qui était très intéressant. Et oui, effectivement, je confirme, c'est un très bon livre à lire. Ouais.
D'autres coups de cœur peut-être Oui, ou deux petites annonces peut-être. Il y a donc en lien avec des festivals d'astro ou des planétariums. Il y a à Strasbourg le 25 avril, le jeudi 25 avril, qui fait dans le cadre des du Curieux Festival, fait les Sondes Voyageurs. C'est un spectacle qui va jouer 400 fois dans la journée dans le planétarium. Et donc, ils vont raconter l'épopée de des sondes voyageurs. Donc, c'est à ne pas rater, bien sûr. Et puis, un festival en Provence, là, c'est la deuxième édition, du 13 au 20 avril, qui s'appelle Festive Astro, et qui se passe à la fois à Marseille, à Saint-Michel l'Observatoire, à l'Observatoire d'Hauts-de-Provence. Donc là aussi, c'est comme tous les festivals, donc des conférences, des ateliers, etc. Donc à ne pas rater pour ceux qui n'habitent pas Paris. Très bien, merci. Mais puisqu'on est dans les annonces, je vais aussi annoncer qu'on sort un hors-série le 6 avril consacré aux origines des planètes et de la vie, donc en kiosque à partir du samedi 6 avril. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous le procurer. On parle d'un peu tout ce qu'on a appris récemment sur la formation du système planétaire et en particulier la formation du système solaire et en particulier la formation de la Terre. Et il y a des tas de choses très intéressantes, assez nouvelles et comment la vie sur ce petit caillou autour du Soleil a pu apparaître et évoluer. Écoutez, les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois d'avril 2024. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine pour leurs conseils toujours précieux. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous retrouve dans les pages du magazine et dans celle aussi de notre dernier hors-série. N'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à Ciel Espace. Bonnes observations et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.